Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de vous lire le passage euh, qu'Elisabeth Kubler-Ross a écrit avec David Kessler, un passage du livre qui est Leçon de vie. Comprendre le sens de nos désirs, de nos peurs et de nos espoirs. Alors, David Kessler est un médecin à Los Angeles. Il est reconnu comme le successeur d'Elisabeth Kubler-Ross. Et Elisabeth Kubler-Ross est un médecin psychiatre qui est internationalement reconnu. Elle est une pionnière dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Docteur honoris causa de nombreuses universités américaines. Elle est la fondatrice du centre de Shanti Nilaya, consacré aux enfants atteints du sida. Elle s'est éteinte le 24 août 2004. Donc, je pense que je vais vous faire une succession de vidéos où je vais aborder chacun des chapitres du livre Leçon de vie. Il y en a 14 en tout. Donc, je vous lis le premier chapitre qui s'intitule La leçon de l'authenticité. La leçon de l'authenticité. Stéphanie, une femme d'une quarantaine d'années, nous confie ce récit au cours d'une conférence. Un vendredi après-midi, il y a de cela plusieurs années, je me rendais de Los Angeles à Palm Springs. Ce n'était pas le meilleur moment pour emprunter l'autoroute, mais j'avais hâte de passer un week-end de détente dans le désert avec des amis. Dans la banlieue de Los Angeles, je me suis retrouvée bloquée derrière une longue file de véhicules. En regardant dans mon rétroviseur, je me suis aperçue que la voiture qui me suivait fonçait sur moi, à toute vitesse. J'ai compris que le conducteur n'avait pas vu l'embouteillage et qu'il allait me percuter violemment. Étant donné sa vitesse, j'ai senti que j'étais en grand danger, que je pouvais mourir. Je constatais que mes mains étaient agrippées au volant. Je ne l'avais pas fait consciemment, c'était depuis toujours un de mes gestes naturels. Je décidai alors de ne plus vivre ainsi, dans cet état de tension, et de ne pas mourir ainsi. Je fermai les yeux, respirai un grand coup et laissai prendre mes mains. Je m'abandonnai à la vie tout comme à la mort. Puis je fus heurtée avec une violence inouïe. Il y eut ensuite un grand silence et j'ouvris les yeux. J'étais indemne. La voiture devant moi était en miettes, comme celle qui se trouvait derrière moi. La mienne ressemblait à un accordéon. La police me dit que j'avais eu de la chance d'être détendue, car la tension musculaire accroît la probabilité de blessures graves. Je suis partie en ayant le sentiment d'avoir reçu un cadeau. J'étais saine et sauve. Bien sûr, mais surtout, j'avais compris que la vie est un miracle et que l'on m'avait donné une occasion de changer. J'avais agrippé la vie d'une poignée de fer, mais je réalisais à présent que je pouvais la tenir dans une main ouverte, comme s'il s'agissait d'une plume délicatement posée sur ma paume. J'ai compris que si j'avais pu accepter la mort, je pouvais à présent profiter pleinement de la vie. À ce moment-là, je me suis sentie plus que jamais en phase avec moi-même. Comme tant d'autres personnes qui ont vu la mort en face, Stéphanie a découvert une vérité, non pas sur la mort, mais sur la vie elle-même. Au plus profond de nous-mêmes, nous savons que se trouve notre être prédestiné. Lorsque nous devenons cet être, nous en avons pleinement conscience. L'inverse est également vrai. Nous savons quand nous faisons fausse route, quand nous ne sommes pas celui que nous devrions être. Consciemment ou non, nous sommes tous à la recherche de réponses. Nous essayons tous d'assimiler les leçons de la vie. Nous faisons face à nos peurs et à notre sentiment de culpabilité. Nous sommes en quête de sens, d'amour et de pouvoir. Nous nous interrogeons sur la peur, le deuil et le temps qui passe. Nous voulons découvrir qui nous sommes et connaître un bonheur authentique. Parfois, nous tentons de trouver tout cela auprès de ceux qui nous sont chers, ou dans la religion. Trop souvent, cependant, nous croyons que l'argent, le statut social, le travail idéal, etc., nous procureront ce bonheur parfait. Mais tôt ou tard, nous comprenons que tout cela ne nous apporte que des déceptions. En s'engageant dans ces impasses, on est inéluctablement envahi par un sentiment de vide, par l'impression que la vie est dépourvue de sens,
que l'amour et le bonheur sont illusoires. Certains trouvent un sens à leur existence à travers l'étude, la recherche spirituelle ou l'art, d'autres à travers des épreuves douloureuses, confrontés à une maladie grave, la leur ou celle d'un proche. Ou bien victimes d'un tremblement de terre ou de quelques autres catastrophes, ils ont, dans tous les cas, vu la mort de près. Ceux-là ont dû réfléchir, dans les ténèbres du désespoir, à ce qu'elles souhaitaient faire du temps qui leur restait. Ils ont alors lâché prise et leur vision de la vie en a été bouleversée pour toujours. Ces leçons ne sont pas toutes agréables, mais chacun s'aperçoit qu'elles enrichissent la trame de sa vie. Aussi, pourquoi attendre pour découvrir ces vérités essentielles? Quels sont ces enseignements que la vie nous demande d'assimiler? En travaillant avec les mourants et des bien-portants, on se rend compte que la plupart des gens ont des difficultés avec les mêmes leçons, celles qui concernent la peur, la culpabilité, la colère, le pardon, l'abandon, le temps, la patience, l'amour, la vie relationnelle, le jeu, le deuil, le pouvoir, l'authenticité et le bonheur. Découvrir ces vérités essentielles, c'est en quelque sorte atteindre la maturité. On ne devient pas du jour au lendemain plus heureux, plus riche ou plus fort, mais on comprend mieux le monde et l'on est en paix avec soi-même. Assimiler ces leçons, ce n'est pas chercher à être parfait, mais découvrir le sens profond de l'existence. Un de nos patients a évoqué ce phénomène en ces termes. Découvrir les imperfections de la vie me procure un immense plaisir. Si vous êtes sur Terre, c'est pour recevoir les enseignements qui vous concernent. Personne ne pourra vous dire en quoi ils consistent. Le trouver fait partie de votre parcours personnel. Le chemin de la vie est jalonné d'embûches ou leçons, en nombre variable, mais jamais au-delà des capacités de chacun. Celui qui a besoin d'apprendre ce qu'est l'amour se mariera peut-être à plusieurs reprises, ou bien restera toujours seul. Celui qui doit éclaircir la question de l'argent pourrait se retrouver complètement démuni ou au contraire riche à millions. Dans ce livre, nous parlerons de l'existence et découvrirons comment la vie est perçue à son terme. Nous constaterons que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes tous reliés. Nous verrons comment l'amour se développe, comment la relation à autrui nous enrichit ainsi. Nous pourrons peut-être réviser l'idée selon laquelle nous sommes faibles en comprenant que nous détenons tout le pouvoir de l'univers en nous-mêmes. Nous découvrirons encore ce que masquent nos illusions, ce que sont le bonheur et la nature de notre être profond. Nous apprendrons enfin que l'on nous a donné les moyens de faire de notre vie une merveilleuse réussite. Les patients en phase terminale avec lesquels nous avons travaillé ont réalisé que l'amour est la seule chose qui importe. La seule que nous pouvons posséder, conserver et emporter avec nous. Ces patients ont cessé de rechercher le bonheur à l'extérieur. Au contraire, ils ont appris à trouver richesse et sens dans ce qu'ils possèdent déjà, à en explorer davantage les possibilités. En d'autres termes, ils ont abattu les murs qui les empêchaient de profiter pleinement de leur existence. Ils ne vivent plus pour demain, dans l'attente de bonnes nouvelles concernant leur avenir professionnel, leur famille ou leurs prochaines vacances. Car ils ont découvert la richesse de chaque aujourd'hui en apprenant à écouter leur cœur. La vie nous propose des leçons, des vérités universelles et fondamentales sur l'amour, la peur, le temps, le pouvoir, le deuil, le bonheur, la relation à l'autre et l'authenticité. Ce ne sont pas les complexités de l'existence qui nous rendent malheureux, c'est le fait d'ignorer sa vraie simplicité. La difficulté consiste à trouver le sens profond de ces vérités. Nombreux sont ceux qui pensent savoir ce qu'est l'amour. Pourtant, ils ne le trouvent pas épanouissant, parce qu'il ne s'agit pas du véritable amour. C'est un voile obscurci par la peur, par le sentiment d'insécurité et par de trop grandes attentes. Nous vivons ensemble sur Terre et pourtant, nous nous sentons seuls, faibles et désarçonnés. Face à des circonstances dramatiques,
nous pouvons grandir et donner le meilleur de nous-mêmes. Dès lors que nous avons découvert le sens profond de ces vérités, nous sommes en mesure d'introduire le bonheur et la plénitude dans notre vie. Certes, elle n'est pas parfaite, mais authentique et profonde. La première question qu'il faudrait se poser, sans doute la moins évidente, est la suivante. Qui doit découvrir ces vérités ? Qui suis-je ? Nous nous posons sans cesse cette question, nous savons bien sûr qu'entre la naissance et la mort, il y a une expérience que nous appelons la vie. Suis-je l'expérience ou l'expérimentateur ? Suis-je ce corps ? Suis-je mes défauts ? Suis-je cette maladie ? Suis-je une mère, un banquier, un employé ou un fan de sport ? Suis-je le produit de mon éducation ? Puis-je changer tout en restant moi-même ou suis-je immuable à tout jamais ? Vous n'êtes rien de tout cela. Vous avez sans le moindre doute des défauts, mais ils ne sont pas vous. Vous souffrez peut-être d'une maladie, mais vous n'êtes pas un diagnostic. Si vous êtes riche, vous n'êtes pas une cote de solvabilité. Vous n'êtes pas votre curriculum vitae, votre quartier, vos diplômes, vos erreurs, votre corps, les rôles que vous jouez ou vos titres. Tout cela n'est pas vous parce que vous êtes susceptible de changer. Il existe une partie de vous-même qui est indéfinissable et immuable, que ni le temps, ni la maladie, ni les circonstances ne peuvent modifier. Il existe en vous une authenticité innée que vous emporterez avec vous le jour de votre mort. Vous êtes simplement et pleinement vous pour découvrir qui l'on est. Il faut se débarrasser de tout ce qu'il n'est pas vraiment soi. Lorsqu'on observe les mourants, on ne voit plus ni les défauts, ni les erreurs, ni même les maladies. On ne voit plus que l'être humain qui, au terme de sa vie, devient plus authentique, plus honnête, plus lui-même. Exactement comme un enfant, est-ce seulement au début et au terme de sa vie que l'on peut découvrir qui l'on est. Faut-il absolument attendre des circonstances extrêmes pour découvrir des vérités extraordinaires ? C'est cela la leçon fondamentale de l'existence, découvrir son moi véritable et l'authenticité chez les autres. Un jour, on demanda à Michel-Ange comment il avait réalisé sa Pietà ou son David. Il répondit qu'il se contentait d'imaginer la statue déjà présente dans le bloc de marbre, puis qu'il le taillait pour découvrir ce qui s'était toujours trouvé là. La merveilleuse œuvre d'art déjà créée et existant de toute éternité n'attendait que le moment d'être révélée. De même, le grand personnage qui se trouve d'ores et déjà en vous est prêt à apparaître en plein jour. Chacun de nous porte en lui les graines de la grandeur. Les grands n'ont rien de plus que les autres. Ils se sont simplement débarrassés des nombreuses entraves qui les empêchaient d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Malheureusement, nos dons innés sont souvent enfouis sous le fratras des rôles de composition que nous jouons. Parents, travailleurs, notables, cyniques, entraîneurs, anticonformistes, braves garçons, rebelles ou bons fils qui peuvent ensevelir notre véritable moi. Parfois, ces rôles nous sont imposés. Tu dois travailler dur pour devenir médecin. Conduis-toi comme une fille bien élevée. Si vous voulez avoir une promotion de notre entreprise, vous devrez faire preuve d'efficacité et d'assiduité. Parfois, nous en assumons avec empressement certains parce qu'il nous semble utile, enrichissant ou lucratif. Maman a toujours fait comme ça, alors c'est probablement une bonne idée. Tous les chefs scouts ont le sens de la noblesse et du sacrifice, alors j'essaierai d'être comme eux. Je n'ai pas de copains à l'école, les garçons qui ont du succès font du skateboard, alors moi aussi, je veux en faire. L'adoption consciente ou non d'un rôle nouveau ou au gré des circonstances peut donner des résultats désastreux. Ainsi, cet homme et cette femme qui vivaient un bonheur sans nuage depuis qu'ils se sont mariés, rien ne va plus. Jusque-là, ils ne faisaient que vivre en couple. En se mariant, ils ont adopté les rôles qu'on leur avait inculqués, celui du bon mari ou de la femme irréprochable. À un niveau inconscient, ils savaient ce que devaient être ces rôles et, au lieu de rester eux-mêmes et de construire leur union à leur guise, ils se sont efforcés de se comporter en conséquence. Autre exemple, cet homme qui se dit extrêmement déçu depuis qu'il est père, alors qu'il a connu de grandes satisfactions en tant qu'oncle. Dans ce rôle, il avait naturellement établi des liens tendres et chaleureux avec ses neveux,
Depuis qu'il est père, il se sent obligé d'assumer une fonction particulière qui l'empêche d'être authentiquement lui-même. Il n'est pas toujours facile de découvrir qui l'on est vraiment. Comme vous le savez peut-être, mes 2 sœurs et moi sommes des triplés. À cette époque, les triplés étaient vêtus de la même façon. On leur donnait des jouets identiques. On leur proposait les mêmes activités. On ne nous considérait même pas comme des individus, mais comme un ensemble. À l'école, on ne nous tenait pas compte de nos capacités respectives et les professeurs nous attribuaient systématiquement la même note, car ils nous confondaient et ainsi ils ne risquaient pas de se tromper. Parfois, lorsque j'étais assise sur les genoux de mon père, je savais qu'il ignorait laquelle des 3 j'étais. Dans ces conditions, vous pouvez imaginer quel combat j'ai dû mener pour trouver ma propre identité. Nous savons à présent à quel point il est important de reconnaître le caractère unique de chaque personne. Aujourd'hui, les naissances multiples sont monnaie courante et les parents ont appris à ne pas traiter leur enfant de la même façon. Le fait d'être une triplée m'a très tôt poussée à rechercher l'authenticité. Je me suis toujours efforcée d'être moi-même, y compris lorsque cela était mal vu. J'ai toujours pensé que rien ne justifiait le mensonge et l'hypocrisie. Tout au long de ma vie, j'ai ainsi développé une forte intuition pour renaître autour de moi ceux qui sont véritablement eux-mêmes. J'appelle cela renifler quelqu'un, non pas avec mon nez, mais bien sûr avec tous mes sens. Ainsi, quand je rencontre quelqu'un, je peux lui envoyer un signal positif s'il s'agit d'un être vrai, ou, dans le cas contraire, un signal lui enjoignant de s'en aller. Travailler avec les mourants permet de développer un sens aigu de l'authenticité. Si j'ai parfois eu du mal à déceler la fausseté, je l'ai, en d'autres circonstances, repérée de façon criante. Ainsi, par exemple, il est souvent arrivé que des personnes apparemment très serviables me conduisent sur le lieu d'un colloque et me poussent dans mon fauteuil roulant jusqu'au pied de la tribune. Mais ensuite, une fois la conférence achevée, il n'y avait plus personne pour me raccompagner. Ces gens s'étaient servis de moi pour flatter leur ego. S'il s'était agi de personnes vraiment serviables, elles se seraient inquiétées de mon retour. Mais il est rare que nous nous interrogions sur ce qu'ils cachent. Ceux-ci ne sont pas nécessairement négatifs et peuvent être utiles dans des situations délicates. Notre tâche consiste à trouver ceux qui nous conviennent et à éliminer les autres. C'est un peu comme lorsqu'on épluche un oignon, et cela peut aussi susciter quelques larmes. Il peut être pénible, par exemple, de reconnaître la négativité que l'on porte en soi, puis de trouver un moyen de l'extérioriser. Il existe en chacun de nous un potentiel qui va de Gandhi à Hitler. Rares sont ceux qui acceptent l'idée d'être un Hitler potentiel. On ne peut même pas l'imaginer. Pourtant, nous avons tous en nous une part de négative. Le contester est extrêmement dangereux. Quand quelqu'un nie complètement les aspects obscurs de son être et se prétend totalement incapable d'une mauvaise action, même en pensée, il faut vraiment s'inquiéter. Admettre son potentiel de négativité est en effet essentiel, car on peut ainsi l'assumer et s'en libérer. Au fur et à mesure que nous découvrons la vérité fondamentale de la vie, nous pouvons nous détacher de rôles qui masquaient une profonde insatisfaction. Cela ne signifie pas que nous soyons intrinsèquement mauvais, mais que nous portons un masque sans en avoir conscience. Si vous pensiez être une sorte de saint, il est temps de vous débarrasser de cette image et de redevenir vous-même, parce qu'une telle représentation idyllique de soi est tout simplement une imposture. Souvent, il faut que la pendule oscille jusqu'à l'autre extrémité. Vous devenez alors un mauvais coucheur. Vous devenez alors un mauvais coucheur avant qu'il ne se stabilise. Vous découvrirez alors ce que vous êtes vraiment, une personne qui agit par compassion et non pour obtenir quelque chose en retour. Il est encore plus difficile de se défaire des mécanismes de défense qui nous ont aidés à survivre dans notre enfance. Pourtant, ces mécanismes peuvent se retourner contre nous quand ils n'ont plus rien de raison d'être. Une femme raconte qu'enfant, elle avait pris l'habitude de s'isoler dans sa chambre pour échapper à son père alcoolique. À 6 ans, c'était le seul moyen dont elle disposait pour se protéger. Elle a pu survivre ainsi à une enfance difficile, mais aujourd'hui, elle est mère de famille et un tel repli sur soi a des effets néfastes sur ses enfants. Les mécanismes de défense qui n'ont plus de justification doivent être éliminés.
Nous devons les remercier pour leur rôle protecteur, puis nous en libérer. Parfois, il est nécessaire de faire le deuil de cette partie de soi. Cette mère doit pouvoir pleurer cette enfance normale que le destin ne lui a jamais accordée. Si ces rôles sont utiles durant un temps, ils peuvent aussi à la longue se révéler lourds de conséquences. Certains se rendent compte seulement après la cinquantaine. Certains se rendent compte seulement après la cinquantaine que leur rôle de soutien et de garant de la paix au sein de leur famille a pris des proportions démesurées. Petit à petit, sans même s'en rendre compte, ils s'étaient rendus responsables du bonheur de chaque membre de leur famille. Ils s'étaient efforcés de résoudre chaque conflit, de prêter de l'argent, d'aider les uns et les autres à trouver un emploi. Et puis, soudain, ils ont compris que ce rôle exigeant ne correspondait pas à ce qu'ils étaient réellement. Alors qu'ils l'ont abandonné, ils ont toujours autant de qualités, mais ils ne se sentent plus contraints de faire le bonheur des autres. La réalité de ce monde est que les relations humaines entraînent inéluctablement des conflits et des déceptions. Si vous vous sentez obligé de résoudre le moindre problème, vous le paierez très cher car la tâche est impossible. Quelle va être votre réaction en prenant conscience du rôle que vous jouez ? Vous découvrirez peut-être que ce rôle était une véritable corvée, je me sens bien mieux à présent, que je ne me sens plus responsable du bonheur de chacun. Que vous trompiez votre monde, je manipulais tout le monde avec une amabilité feinte, afin que l'on m'aime davantage. Qui vous êtes charmant en étant vous-même. Que vous êtes attitude. Alors pardon, je reprends. Que vous êtes charmant en étant vous-même. Que votre attitude était le fruit de la peur, celle de ne pas être charitable, de ne pas aller au paradis, de ne pas être aimé. Que vos actes ne visaient que votre propre gloire, je voulais que tout le monde m'aime et m'admire, mais je me rends compte que je suis un être humain, comme tous les autres. Que certaines personnes ont besoin de leurs problèmes pour découvrir leur être authentique. Que vous avez cherché à affaiblir certaines personnes pour vous sentir plus fort. Qu'en vous focalisant sur les failles de certains, vous évitiez de vous confronter à vos propres problèmes. Même si l'on n'a jamais commis d'acte criminel, il est nécessaire d'affronter la part obscure de sa personnalité. Le noir et le blanc sont clairement visibles. Ce sont les parties grisées que l'on s'efforce souvent de cacher ou de nier, le bon garçon, le solitaire, la victime et le martyr. Ce sont là les parties grises de notre moi caché. Il faut avoir conscience de ces aspects négatifs pour pouvoir s'en libérer. On ne peut devenir authentiquement soi-même. Alors excusez-moi, il y a mon chien qui aboie. Mikasa, Mikasa viens. Mikasa, Mikasa, Mikasa. Alors, je vous demande juste un instant s'il vous plaît, je vais aller la chercher. Viens ici. Pourquoi tu aboies ? Allez, viens. Allez. Hop, viens ici. Viens. Viens. Viens ici. Bon, excusez-moi. Je reprends. Même si l'on n'a jamais commis d'acte criminel, il est nécessaire d'affronter la part obscure de sa personnalité. Le noir et le blanc sont clairement visibles. Ce sont les parties grises que l'on s'efforce souvent de cacher ou de nier, le bon garçon, le solitaire, la victime et le martyr. Ce sont là les parties grises de notre moi caché. Il faut avoir conscience de ces aspects négatifs pour pouvoir s'en libérer. On ne peut devenir authentiquement soi-même que si l'on reconnaît tous ses sentiments et émotions. Faire le deuil de ces rôles n'est pas chose aisée. Mais ce n'est que de cette façon que l'on pourra connaître le bien-être et se rapprocher de son moi véritable qui est éternel. Notre être profond va bien au-delà des circonstances de notre vie, grandes ou petites, même si celles-ci sont nos références essentielles. Lorsque l'on se trouve dans un bon jour, si le temps est beau, la bourse en hausse, la voiture propre et rutilante, si le livret scolaire des enfants est excellent ou la soirée agréable, on a le sentiment d'être quelqu'un de formidable. Dans le cas contraire, on pense que l'on est bon à rien, nous surfons sur la vague, nous surfons sur la vague des événements, certains étant contrôlables, d'autres non.
Mais notre être profond n'est pas affecté par ce monde, par ces rôles qui ne sont que des illusions. Au-delà des circonstances de notre vie se trouve un être merveilleux et nous dépouillant de toutes ces illusions. Nous pourrons découvrir sa véritable nature et sa véritable grandeur. L'être humain se définit par rapport aux autres. On se sent déprimé lorsqu'on est entouré de gens déprimés. On se met sur la défensive lorsqu'on est mis en cause. Mais notre être authentique se situe au-delà de l'attaque ou de la défense. Nous sommes par nature des êtres achevés et précieux, que nous soyons riches ou pauvres, jeunes ou vieux, médaillés olympiques ou prisonniers d'une relation difficile. Que nous soyons au début ou à la fin de notre existence, au sommet de la gloire ou plongés dans les affres du désespoir, notre être profond se situe toujours au-delà des événements. Vous êtes ce que vous êtes et non pas votre maladie ou vos activités. La vie, c'est ce que vous êtes et non ce que vous faites. Un jour, j'ai posé la question suivante à une malade en phase terminale. Qui êtes-vous à présent ? Voici sa réponse. Toute ma vie, j'ai eu le sentiment déprimant de mener une existence extrêmement banale. En effet, qu'est-ce qui pouvait bien différencier ma vie de celle de n'importe qui d'autre ? Grâce à ma maladie, j'ai compris que j'étais quelqu'un d'unique. Personne d'autre n'a jamais vu le monde comme moi et personne d'autre ne le fera. Depuis l'aube des temps et jusqu'à la fin des temps, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais un autre moi. Il en est de même pour vous. Personne n'a eu la même existence du monde que vous. Votre moi profond est unique au-delà de notre entendement. Mais ce n'est qu'en découvrant votre être authentique que vous pourrez affirmer votre caractère unique. L'ignorance de sa véritable nature favorise grandement la dépression. Découvrir cet être profond constitue une tâche impressionnante. On ne sait comment réagir face à ce moi profond qui n'a rien de commun avec celui que l'on croyait connaître. Ceux qui se savent atteints d'une maladie incurable s'interrogent souvent pour la première fois de leur existence sur leur propre identité. Face à la perspective d'une mort imminente, on comprend souvent qu'une partie de soi-même est immortelle et immuable. Quand on n'est plus en mesure d'assumer le rôle de banquier, de voyageur, de médecin ou d'entraîneur, on est amené à se poser cette importante question: si je ne suis pas cette profession, alors qui suis-je ? Si vous n'êtes plus ce brave employé, cet oncle égoïste, ce voisin serviable, qui êtes-vous donc ? Pour découvrir son être authentique, pour savoir ce que l'on veut vraiment faire ou non, il faut s'impliquer pleinement dans tous ses actes. Tous les aspects de notre vie devraient nous apporter joie et paix, s'il s'agisse de notre travail ou des vêtements que nous portons. Si l'on accomplit quelque chose uniquement pour paraître à son avantage, on ne pourra pas discerner sa propre valeur. Il est extraordinaire de constater à quel point nous vivons en fonction de ce que nous devrions faire, plutôt qu'en fonction de ce que nous voulons faire. De temps à autre, autorisez-vous une petite folie, vous pourriez ainsi découvrir un nouvel aspect de vous. Ou bien demandez-vous ce que vous feriez si personne ne vous observait et si cela ne prêtait pas à conséquence. En répondant à cette question, vous découvrirez beaucoup de choses sur votre nature profonde. Il se peut que votre réponse révèle la piètre image que vous avez de vous-même ou bien une leçon que vous devez intégrer pour vous découvrir véritablement. Si vous vous imaginez capable de commettre un vol, c'est probablement que vous avez peur de manquer de quelque chose. Si vous vous imaginez capable de mentir, c'est probablement que vous craignez de dire la vérité. Si vous vous imaginez capable d'aimer quelqu'un que vous n'aimez pas actuellement, c'est probablement parce que vous avez peur de l'amour. Autrefois, pendant mes vacances, j'avais l'habitude... Alors, j'ai perdu le fil, je reprends. Autrefois, pendant mes vacances, j'avais l'habitude de tout faire. Dans la précipitation. Je me levais de bonne heure et je m'efforçais de faire le maximum de choses au cours de la journée et je rentrais épuisée à mon hôtel tard le soir. Un jour, j'ai enfin compris que je ne profitais pas de ces jours de congé, que j'étais en permanence stressée et je me suis demandé ce que je ferais si personne ne m'observait. Je me réveillerais tard, je visiterais tranquillement 2 ou 3 sites intéressants et je passerais au moins 1 heure chaque jour sur la plage à lire un bon livre. Ou pour ne rien faire du tout. Ce rôle de vacancier enthousiaste qui veut absolument tout faire n'était pas moi.
J'agissais ainsi, pardon, décidément, j'agissais ainsi parce que je pensais que je devais le faire. Je me suis aperçue que j'étais beaucoup plus heureuse et que j'apprenais plus de choses quand j'associais détente et visite. Que feriez-vous si personne ne vous observait, ni vos parents, ni votre patron, ni votre professeur? Comment vous définiriez-vous qui se cache sous vos masques, votre véritable moi? À l'âge de 60 ans, Tim, père de 3 filles, fut victime d'un infarctus. Il avait toujours été un bon père pour ses enfants qu'il avait élevés tout seul. Après cette crise cardiaque, il s'est mis à réfléchir à propos de son existence. J'ai compris que ce n'étaient pas seulement mes artères qui s'étaient sclérosées, je l'étais moi aussi. Cela remontait à la mort de ma femme des années auparavant. Il m'avait fallu être fort pour que mes filles le deviennent elles aussi. Alors j'ai été dure avec elles. Maintenant, cette tâche est terminée. J'ai 60 ans et j'arriverai bientôt au terme de ma vie. Je n'ai plus envie de jouer les durs. Je veux que mes filles sachent qu'elles ont eu un père qui les aime énormément. Dans sa chambre d'hôpital, il leur fit part de l'amour qu'il leur portait. Elles le savaient depuis toujours, mais le fait que leur père change ainsi d'attitude émut tout le monde aux larmes. Il ne croyait plus à la nécessité de jouer ce rôle de père intransigeant. À présent, il pouvait être véritablement lui-même. Nous ne sommes pas tous des génies comme Einstein ou des grands athlètes comme Michael Jordan, mais en nous, débarrassant de l'inutile, nous pourrons briller d'une façon ou d'une autre selon nos propres talents. Votre être profond est une quintessence de l'amour, la perfection absolue. Vous êtes ici-bas pour vous guérir et pour vous remémorer ce que vous avez toujours été. Votre être authentique est une lumière qui vous guide dans les ténèbres. En découvrant votre véritable nature, vous trouverez en même temps ce qu'il vous incombe de faire, les leçons que vous devez apprendre lorsque l'apparence et la réalité de l'être ne font plus qu'un. Il n'est plus nécessaire de se cacher, d'avoir peur ou de se protéger. On se perçoit comme une entité qui transcende les circonstances. Un soir, je discutais avec un homme dans un hospice. Il souffrait d'une SLA, sclérose latérale amyotrophique. Qu'est-ce qui vous semble le plus dur dans votre situation actuelle? Lui ai-je demandé. L'hospitalisation? La maladie? Non, ce qu'il y a de plus dur, c'est que tout le monde parle de moi au passé comme si je n'existais plus. Quoi qu'il arrive à mon corps, je serai toujours une personne à part entière. En moi, il y a une part indéfinissable et immuable que je ne perdrai jamais et qui ne disparaîtra ni avec l'âge, ni à cause de la maladie. Cet aspect de mon être est ce que je suis et ce que je serai toujours. Cet homme avait découvert que l'essence de son être se situait bien au-delà de sa sclérose, de sa fortune ou du nombre d'enfants qu'il avait élevés. Après nous être libérés de tous nos rôles, il nous reste notre être authentique. Il y a au cœur de chacun d'entre nous un potentiel de bonté inimaginable, une aptitude à donner sans rien attendre en retour, à écouter sans juger, à aimer de manière inconditionnelle. Cette aptitude représente le but à atteindre. On peut s'en rapprocher, peu ou prou, à tout moment de la journée si l'on en fait l'effort. Nombreux sont ceux qui ont pu guider les autres après avoir utilisé leur maladie pour finir leur travail inachevé. Connaître notre être profond, c'est célébrer l'intégrité de notre moi humain, sans exclure la part sombre de notre être que nous nous efforçons souvent de cacher. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas le bon qui nous attire, mais l'authentique. Nous apprécions davantage les gens vrais que ceux qui dissimulent leur vraie nature derrière des couches d'amabilité artificielle. Un jour, à l'école de médecine de l'Université de Chicago, j'ai eu l'honneur d'être élu professeur préféré. Pour nous, professeurs, c'était un très grand honneur. Nous voulions tous être reconnus par nos étudiants. Quand fut annoncée cette distinction, tout le monde se comporta de manière charmante envers moi. Comme d'habitude, mais personne n'y fit allusion. Je sentais bien que leur sourire cachait quelque chose. Vers la fin de la journée, on m'apporta une magnifique gerbe de fleurs dans mon bureau. Offerte par un de mes élèves, une carte était jointe. Mort de jalousie, je t'adresse malgré tout mes sincères salutations. À partir de ce moment, j'ai su que je pouvais faire confiance à cet homme. Je l'ai aimé pour son caractère entier et authentique. Je savais que je pourrais toujours me sentir en sécurité avec lui parce qu'il m'avait montré sa vraie nature.
Notre être profond se manifeste à travers l'acceptation sincère de notre face sombre et de nos imperfections. Pour se sentir bien dans sa peau, il est tout aussi important de connaître l'autre que de découvrir la vérité sur soi-même. Voici ce que nous a raconté un homme à propos de sa grand-mère très malade. Je n'arrivais pas à accepter cette situation, j'ai finalement trouvé le courage de lui dire que je ne pouvais pas me faire à l'idée qu'elle puisse partir. Je sais que cela semble égoïste, mais c'est ce que je ressentais. Mon cher petit, me répondit-elle, je me sens bien, ma vie a été pleine et épanouissante. C'est vrai, pour moi c'est la fin, mais je peux t'assurer que j'ai eu une existence riche et active. Nous sommes semblables à un gâteau, nous en donnons une part à nos parents, une part à nos amours, une part à nos enfants, et une autre part à notre carrière. Au terme de l'existence, certains n'ont pas gardé de morceaux pour eux-mêmes et ne savent même pas quel genre de gâteau ils étaient. Moi, je le sais, c'est quelque chose que chacun de nous doit trouver par lui-même. Maintenant, je peux quitter cette vie en sachant qui je suis. Après avoir entendu ces mots, je sais qui je suis. J'ai pu la laisser partir. Ce fut radical, ces mots m'ont semblé tellement profonds. Je lui ai dit que j'espérais qu'au moment de ma propre mort, je saurais moi aussi qui je suis. Elle s'est penchée en avant, comme pour me livrer un secret, et m'a dit « Tu n'as pas besoin d'attendre tes derniers jours pour découvrir quel genre de gâteau tu es. » Oula, j'ai des frissons, hein. Parce que figurez-vous que je découvre le livre en même temps que je suis en train de vous le lire en direct. Je ne l'ai pas du tout lu avant. Et d'ailleurs, c'était pour moi important de le faire. Et leçon de vie, vraiment, le titre du livre est bien choisi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où j'aborderai le deuxième chapitre qui est la leçon de l'amour. À très bientôt. Merci à vous et prenez soin de vous.